Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Les conseils d'administration et le virus et leadership en temps de crise. Je propose de patienter encore une minute avant de démarrer, qu'on puisse avoir tous les participants connectés. Merci, à tout de suite. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc sur le webinaire Leadership en temps de crise et le rôle des conseils d'administration. Je vous propose, avant de commencer, avant de démarrer, de me présenter. Donc, je m'appelle Pierre Arquet, je suis manager de l'unité de développement et durabilité de BIO, donc l'institution de financement pour le développement belge. Et alors, au nom de Proparco, Nestor Advisor et Mazar, vous avez toute la bienvenue sur ce webinaire. Avant de commencer, quelques instructions pratiques. La présentation durera environ une trentaine de minutes. Suite à cela, nous aurons une session de questions-réponses. Pendant la présentation, vous pourrez réagir à travers l'onglet chat à droite de l'écran. Ensuite, pour les questions, je vous propose de les mettre dans l'onglet questions, ce qui permettra aux différents participants de voter pour ces questions, pour les questions les plus pertinentes, et ainsi de pouvoir les trier en fin de session de manière la plus efficace possible. Alors, sachez que le webinaire est enregistré, ce qui permettra de le revoir pour vous ou d'autres personnes intéressées. Voilà, je vois que le nombre de participants augmente, c'est une très bonne nouvelle, et je propose de vous présenter les différents orateurs pour aujourd'hui. Normalement, vous voyez en slide une courte biographie de nos quatre intervenants. Alors, chez Nestor Advisor, nous avons avec nous Stephen Nestor, directeur général et fondateur du cabinet éponyme, ainsi que David Risser, qui est directeur chez Nestor. Tous deux ont une longue et riche expérience en matière de conseil en gouvernance, d'organisation et des risques. Leurs clients qu'ils conseillent sont des administrateurs et dirigeants d'entreprises familiales, cotés, certains fonds private equity, mais en plus publics également, et des institutions de financement, de développement. Pour Mazar, nous avons avec nous Fong Gomar, qui est directrice de la gestion des risques, réglementation prudentielle, et Leila Kamdem-Fotso, qui est associée. Tous deux ont une expérience forte en matière de gouvernance, d'identification et de gestion des risques, de transformation organisationnelle et d'amélioration de processus, ainsi que de gestion de projets. Voilà, nous avons également avec nous Christine Avril-Potier de Proparco, ainsi que Jean-Claude Chenet, qui sont tous les deux experts seniors en gouvernance. Alors Christine modérera le chat à la fin de la présentation et Jean-Claude aura la tâche un peu plus périlleuse de résumer les différents points sous forme de conclusion. Sans plus attendre, je passe la parole à Stephen. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Un grand merci au Proparco et à Bio pour avoir organisé ça, et aussi comme mes collègues de Mazar qui sont là avec nous dans le panel. Aujourd'hui, on va parler, on a 4 sujets sous ce sujet du conseil à la crise. Quelques mots en général sur le processus décisionnel en temps de crise. Puis on va passer à la gestion des risques émergents sur la crise spécifique de Covid.
Puis on va discuter un peu ce que ça signifie, ce que cette crise, l'impact de cette crise sur le processus de gouvernance, sur les arrangements de gouvernance dans une entreprise. Et finalement, on va discuter un peu l'après-crise, le jour d'après. Et là, on va passer par cette perspective de changement que on pense que toutes les entreprises faut prendre en compte en se resituant, si vous voulez, dans le contexte de leur stratégie. On commence alors avec le processus dans une crise. Et ici, c'est un processus qui s'intensifie en temps de crise. On fait beaucoup plus de décisions, c'est beaucoup plus chargé que d'habitude par unité de temps, soit que ce soit jour, mois, semaine. Parce que c'est trop chargé, on a plusieurs processus décisionnels qui se déroulent en parallèle. Ce qu'il faut dire, qu'il faut faire comme ce monsieur-là, comme Bonaparte, qui était un expert à prendre des décisions en même temps dans plusieurs sujets. Et ça aussi nous amène à discuter comment le processus de gouvernance, comment on peut économiser du temps dans le contexte de gouvernance, ce qui est très important. Le second grand effet, je dirais, c'est ce qu'on appelle ici la vision raccourcie, qu'on peut aussi parler de l'effet de rapprochement, qui est un terme de l'histoire de l'art. Ici, on a comme un exemple du peintre Uccello, la bataille de San Romano, un tableau de la Renaissance du 15e. Et ici, comme vous voulez, on voit bien sûr l'action tout près de chez nous, la bataille, mais on voit aussi les champs. Et on voit les champs d'une façon non naturelle, ils sont plus près. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans une crise. C'est-à-dire, normalement, le conseil voit les champs, voit plus loin, et le management se concentre plutôt dans l'action de maintenant. Et maintenant, c'est le conseil qu'il faut voir les deux, en effet. Parce que c'est très important, c'est une question de survie, de voir le maintenant aussi bien que le lointain. Alors, c'est cet effet de raccourci qui va organiser, si vous voulez, le processus de gouvernance. Le troisième effet, c'est en effet, il y a deux effets qui sont un peu contradictoires, si vous voulez. Et on parle d'autocentré ici, c'est un égocentrisme, en effet, et que dans une crise, comme le petit gamin dans le film de Charlie Chaplin, The Boy, parce qu'il est dans une crise de pauvreté, en effet, il est en train de voler, il vole, il est un petit voleur. Alors, dans une crise, parce que cette question de survie, les individus, soit un individuel ou une entreprise vers le national, ou le national vers le mondial, et nos principes deviennent un peu plus soft. Et nos principes éthiques, en effet, il y a quelques érosions. Alors, il y a plein de risques de fraude ou des choses comme ça. De l'autre côté, il y a aussi la bienveillance. Et là, Adam Smith dit que même les pires brigands tirent leur chagrin de celui des autres. Alors, cette empathie, si vous voulez, est aussi très importante dans une crise. Et les gens, les employés, les clients, la société autour de nous, apprécient beaucoup plus les entreprises qui se montrent une telle empathie que les entreprises qui ne le font pas.
Alors, deux mots sur l'ampleur de la crise. On avait ici, quand on avait commencé la dernière prévision de la FMI, le dernier forecast de la FMI, qui était à peu près la moitié de diminution de croissance de celle-ci. Celle-ci est de juin. Alors on voit vraiment que c'est une crise sans précédent. Partout, avec la seule exception peut-être de l'Asie de l'Est, mais même là, dans la zone Chine, disons, de commerce. Parce que même là, à 4%, le taux de croissance est la moitié que la Chine peut voir comme nécessaire. Il y a la Banque d'Angleterre ici nous dit que c'est la contraction économique la plus forte et la plus rapide en 300 ans. Et encore, c'est assez imprévisible. C'est pour ça que, comme le Harvard Business Review dit là-bas, il y a un décalage, un écart entre les différents commentaires et prévisions qui est plus significatif que dans d'autres crises. Avec ce big picture, ce grand écran, ce grand tableau, je vais passer la parole à Pont pour parler sur le risque immédiat dans les entreprises. Oui, bonjour. Merci Stilpon. Effectivement, je vais passer à la slide suivante. Voilà. Donc, depuis le début de la crise sanitaire, ce qu'on a vu, c'est que de nouveaux risques ont émergé, ou plutôt, en fait, ce sont des risques déjà connus, mais qui ont évolué. Et de ce fait, les organisations ont dû essayer de comprendre comment ces risques ont changé et adapter la manière de les gérer, de les réduire, de les combattre et de les atténuer. Donc, le premier risque, c'est celui de la liquidité. C'est le risque pour une organisation de ne pas pouvoir honorer ses créances lorsqu'elles arrivent à échéance contractuelle. Et pour faire face à ce risque, les organisations ont dû rapidement évaluer leur situation, leur autonomie financière, les potentielles répercussions de la crise sur la façon dont elles utilisent leur trésorerie et leurs sources de financement. Elles ont dû mettre à jour les prévisions des flux de trésorerie, de cash flow, en prenant en compte les hypothèses émanant de chacune de leurs lignes métiers, notamment, par exemple, les perspectives de vente. Il fallait le faire de manière réaliste et prudente. Les organisations ont également révisé leur plan d'investissement en immobilisation. Faut-il encore aller de l'avant sur certains projets qu'elles avaient en cours ou non? Est-ce la bonne démarche à suivre ou non? Et enfin, elles ont augmenté la façon dont elles surveillaient ou elles faisaient le suivi des principales sorties de trésorerie, des décaissements, ce qui inclut notamment les paiements de dividendes, les factures fournisseurs, les intérêts bancaires, de manière à identifier où potentiellement il peut y avoir un peu de marge de manœuvre et où on peut gagner un petit peu de temps ou d'espace. Donc, on a vu beaucoup de compagnies contacter les banques et donc on a vu ça dans les statistiques et ces compagnies cherchant à réviser leurs facilités de crédit et les garanties qu'elles avaient en place. Cet exercice de surveillance et de suivi de ces projections doit être répété beaucoup plus fréquemment qu'en temps normal et le travail d'actualiser les scénarios est un travail en fait qu'il a fallu faire de manière presque continue. Le second aspect en termes de risque est celui lié à la continuité de l'activité. Donc, c'est-à-dire comment s'assurer que les opérations soient maintenues malgré les circonstances. Et on aborde aussi ici le sujet de la résilience opérationnelle, c'est-à-dire comment en cas de défaillance,
quels sont les mécanismes dont on dispose pour circonscrire cette défaillance dans une durée acceptable qui aura été définie au préalable. Les questions donc à considérer pour les organisations sont donc les suivantes. Quelles sont les fonctions que vous assurez ou quels sont les services que vous fournissez pour lesquels vous avez une tolérance limitée aux interruptions et aux défaillances. Une fois ceux-ci identifiés, ce sont eux qui vont c'est là où il va falloir concentrer ces efforts. La deuxième question, c'est y a-t-il des tiers dont vos activités dépendent? Avez-vous évalué les risques associés à cette dépendance, déjà en temps normal et dans le contexte de la crise, ces risques ont-ils augmenté, ont-ils évolué? Et enfin, dernière question qui ouvre un peu sur le futur, c'est qu'avez-vous appris de cette crise et qu'en retiendrez-vous pour vous préparer à la prochaine? L'aspect, lui, du risque de non-conformité avec les règles. Oups. Vous m'entendez? Ouais. J'ai une petite déconnexion. Donc, le risque de non-conformité avec les règles et les normes en tout temps, surtout qu'elles changent et évoluent rapidement en ce moment. On l'a vu dans beaucoup d'industries, il y a eu des annonces des autorités, des gouvernements recommandant telle ou telle démarche ou voire imposant telle ou telle règle. Et donc, c'est vrai que c'est un défi pour les organisations d'être toujours à jour et en ligne avec ces règles. Donc, la principale recommandation pour demeurer en conformité est d'établir un lien fort entre les aspects de conformité réglementaire et la réaction ou la réponse business de l'entreprise à la crise. Lorsqu'une entreprise définit sa stratégie pour la période de crise, mais aussi à plus long terme, elle doit s'assurer qu'elle sera en conformité avec les exigences réglementaires et légales en place de tout temps. Le quatrième aspect concerne les clients et le risque de les perdre en fait. Le revenu des organisations doit être protégé et cela passe par le maintien de la base de clients. Cela signifie devoir continuer à maintenir une relation avec eux, usant différents moyens, différents canaux et il faut être agile et savoir comment exploiter ces moyens et canaux qui existent par ailleurs. Il va falloir également s'agir de comprendre les besoins des clients, s'ils ont changé en particulier, et identifier les nouveaux services ou la façon dont on peut adapter nos services pour répondre à ces besoins. Évaluer la manière dont on va pouvoir les fournir aussi, les canaux de distribution. On a ici un petit exemple d'un publiciste, Digiday, qui a partagé et diffusé ses valeurs, les défis auxquels ils ont fait face et les changements qu'ils ont dû opérer dans le cadre du Covid. Ils ont en fait du coup dévoilé les circonstances internes. Ils ont joué la carte de la transparence avec leurs clients. Ils ont montré les efforts qu'ils ont dû fournir. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient bien conscience que leurs clients et probablement tout le monde partageaient le même sentiment, les mêmes challenges. Et donc, ils ont demandé un retour à leurs clients, un feedback, en utilisant un support qui semblait très personnalisé, très individualisé. Et ceci a vraiment démontré qu'ils se souciaient de leur audience, donc ils se sont rapprochés de leur audience d'une façon nouvelle. Et ils ont montré qu'ils n'étaient pas immunisés face à la crise et qu'au contraire, c'était même l'occasion de se rapprocher encore plus de leurs clients. Et de cette façon, ils ont également présenté les nouveaux services qu'ils avaient développés en réponse à la crise et pour s'adapter aux besoins de leurs clients. Le cinquième risque est en lien avec la cybersécurité.
Donc, au début de la crise, les équipes informatiques de toutes les organisations ont dû faire face à un défi de taille. C'était celui de gérer le passage d'un dispositif où les employés travaillent dans un environnement, on va dire, sous contrôle, au bureau, dans les locaux, à un système à distance, le télétravail depuis chez eux. Donc, dans un monde où les risques cyber s'accroissent et augmentent, les organisations ont été particulièrement exposées et vulnérables aux cyberattaques. Et de l'autre côté, les cybercriminels, eux, se sont montrés particulièrement actifs et agressifs. Donc, les organisations, premièrement, ont dû sensibiliser leur personnel à ces risques, puisque ce sont eux la première ligne potentiellement de vulnérabilité, mais aussi de défense face aux cyberattaques. Mais ils ont aussi dû éprouver la robustesse de leur réseau. Et même si c'était quelque chose qu'ils faisaient de manière régulière, dans ce contexte de la crise du Covid, ils ont dû pousser les tests plus loin. Enfin, le dernier risque est le risque lié à la réputation. Donc, comme le disait Stilpon, en temps de crise, les décisions doivent être prises, sont nombreuses et doivent être prises rapidement. Mais il faut être certain qu'elles n'entachent pas ou ne nuiront pas à votre organisation. Donc, des décisions qui auraient un impact négatif sur la réputation peuvent finalement rester l'unique chose dont l'opinion se souviendra de votre réponse à la crise une fois la crise passée. Je pense qu'ici, on a tous été sensibilisés au fait, à l'exemple par exemple de Uber qui a mis fin au contrat de 3000 employés lors d'un call Zoom qui a duré à peine 3 minutes. Et dans des temps où on est de plus en plus on prend de plus en plus conscience des enjeux sociaux qu'ont les entreprises, c'était peut-être pas la meilleure décision à prendre, même si de l'autre côté, il y avait des impacts, on va dire, positifs sur leur business ou d'aide à conserver leur business. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à David qui va nous parler de gouvernance d'entreprise. Merci Pyong. Bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement vous discuter avec vous en fait et vous présenter ce que la crise signifie en termes de gouvernance d'entreprise. Et on va voir qu'il y a plusieurs dimensions et en commençant tout simplement par les administrateurs, les administratrices qui sont à la tête des entreprises en temps de crise. Il y a des responsabilités importantes et des il faut de non-crise et sur lesquels il faut garder un œil encore plus vigilant en temps de crise, en fait, qui sont les devoirs de diligence et de loyauté. En termes de devoirs de diligence ou de prudence, c'est simplement s'assurer que la prise de décision est une prise de décision informée et réfléchie. Donc, l'information est clé sur cet aspect-là, afin de prendre les décisions les plus compétentes. Et puis, le devoir de loyauté, c'est un devoir finalement de servir l'intérêt général de l'entreprise et pas celui d'un acteur particulier. Et je vais commencer par ce dernier aspect, puisque en temps de crise, il y a un certain nombre d'intérêts qui sont en conflit et qui sont encore plus aigus en temps de crise, qui sont par exemple des intérêts conflictuels entre des intérêts des actionnaires et des intérêts par qui les administrateurs sont élus, et des intérêts qui peuvent être ceux des créanciers, par exemple. Lorsque l'entreprise se rapproche des questions d'insolvabilité, ces dimensions-là deviennent importantes. Il est important aussi pour les administrateurs de prendre en compte d'autres conflits potentiels entre actionnaires et employés.
Donc, prise en compte des intérêts des employés, l'intérêt numéro 1 étant d'assurer la sécurité, la santé du personnel. Ça signifie prendre des mesures de distanciation sociale, par exemple, qui peuvent impacter sur la productivité de l'entreprise. Il y a aussi des questions de rôle de l'entreprise vis-à-vis de sa communauté et dans quelle mesure le fait qu'elle vienne supporter la communauté par, on a vu des entreprises qui se sont liés à des ONG pour fournir des masques, pour fournir faire don de désinfectants, de savons, de nourriture et différents aspects qui en ce sens-là, ne vont pas dans l'intérêt premier des actionnaires. Donc, ce sont d'autres actions qui sont menées, des arbitrages à conduire, et puis également des arbitrages à conduire entre actionnaires qui sont actionnaires, par exemple, de différentes natures, des actionnaires qui peuvent être membres d'une famille et où les actionnaires d'une entreprise familiale peuvent penser à mettre les intérêts de la famille avant ceux de l'entreprise, par exemple. Donc, ce premier aspect, c'est de servir l'intérêt de l'entreprise au moment où, finalement, les intérêts divergents sont plus aigus et donc des arbitrages un peu plus importants à mener. Le devoir de prudence, lui, c'est de s'assurer, finalement, que la prise de décision est informée. Prise de décision informée, ça signifie de s'assurer qu'il y ait des bons canaux de remontée d'informations jusqu'au conseil d'administration, d'une part, et en termes de canal d'information, c'est de ne pas submerger la direction générale par plus d'informations, mais de réfléchir à comment être mieux informé. On va voir ça dans la diapositive suivante, mais mieux informé, c'est se focaliser sur essentiellement sur la réponse managériale à la crise, réponse en termes de sécurité, de santé des opérations, des employés, mais également autour des aspects de discussion autour de l'impact financier, évidemment de liquidité, de solvabilité. Ça, ce sont les risques que Pyong a énoncés auparavant, donc voir comment la direction générale y répond. Et également, ça donnait un temps pour voir aussi comment l'entreprise peut repenser son business model et les opportunités à saisir. Et donc, avoir l'information de cet ordre-là. Un aspect sur lequel je vous invite à vous renseigner, c'est tout simplement de voir si vous avez, en temps de crise, si vous avez également en tant qu'administrateur, une bonne assurance. En tant qu'administrateur et dirigeant, qui sont des éléments importants pour vous protéger de ce côté-là. On a vu que l'importance est pour un conseil d'administration de rester informé par une information plus focalisée, mais tous les administrateurs et administratrices ne sont pas forcément disponibles. Ils sont eux-mêmes dirigeants par ailleurs, souvent également très sollicités. Et l'objet n'est pas non plus de submerger la direction par des remontées d'informations trop fastidieuses qui sont chronophages pour la direction générale. Et donc, l'idée, c'est de travailler, de faire en sorte que la direction générale travaille et le conseil d'administration travaille plus étroitement. De soutenir et d'aider avant tout. Et d'accompagner la direction dans sa réaction, sa réponse à la crise. Donc, comment organiser ce soutien et cette prise de décision rapide? Il y a plus de décisions qui doivent être prises rapidement. Il faut que le conseil d'administration reste informé, prenne part à un certain nombre de décisions sans empiéter sur l'aspect opérationnel, et il peut le faire en s'organisant par organiser un mini conseil d'administration, mini conseil qui est souvent le comité d'un président, qui va regrouper quelques administrateurs qui ont des compétences spécifiques, qui ont des disponibilités et qui auront éventuellement des pouvoirs spécifiques qui lui seront donnés en termes de prérogatives, mais au moins prendre des prises de décision et assurer le suivi du plan de crise très régulièrement. Ça permet d'avoir des administrateurs disponibles de ce côté-là. Ça ne signifie pas que les autres administrateurs ne sont pas informés, mais ceux qui prennent part aux décisions et au suivi sont un groupe un peu plus restreint, par exemple. Il peut y avoir d'autres façons de s'organiser par des comités de crise aussi qui vont relier à la fois certains membres du conseil d'administration avec plusieurs membres de la direction générale. Bon.
Donc l'idée est de tirer parti en fait de la disponibilité des compétences de vos administrateurs, tout en les informant évidemment et en prenant part dans le processus de décision, ce qui permet ensuite très rapidement, si le conseil d'administration doit se prononcer, d'avoir des administrateurs qui sont eux-mêmes informés et peuvent fournir l'assurance aux autres administrateurs que la décision a été bien envisagée, bien analysée. En termes de communication, on a vu Pyong a insisté sur le risque réputationnel. Les temps de crise sont des temps incertains, en fait. Donc, en temps incertain, ça signifie tout simplement que les salariés, les actionnaires, d'autres parties prenantes se demandent ce qui peut se passer et veulent avoir ont besoin d'être rassurés et d'avoir une direction. Alors, intensifier la communication, on l'a vu sur la manière de le faire avec les administrateurs. Avec le personnel, c'est organiser régulièrement des réunions. Physiquement, c'est maintenant plus difficile lorsqu'il y a une distanciation sociale, mais l'idée est d'organiser des forums pour pouvoir leur communiquer sur les aspects liés à la santé, les aspects liés à l'organisation du travail et faire un point très régulier sur l'activité et son évolution. Il en va de même pour les clients, les régulateurs et les actionnaires. Et de ce côté-là, organiser également des séances d'information par des calls, par exemple, et rester en contact étroit. Je sais que des actionnaires tels que les agences de développement comme Bio, Proparco qui vous soutiennent sont très présents à vos côtés. Voilà un peu en termes de communication. On nous demande également de savoir si le conseil d'administration doit changer dans sa composition. Alors, plusieurs éléments à prendre en compte de ce côté-là. Changer la composition d'un conseil d'administration prend du temps et c'est peut-être pas évident de changer de chevaux en cours de route et de modifier une composition, mais c'est plutôt un aspect à prendre en compte en termes de quelles sont les compétences qui nous manquent en ce moment pour pouvoir répondre à la crise. Ça révèle peut-être le besoin de modifier certains aspects, mais ici, les compétences, on a vu le rôle d'un conseil d'administration qui est avant tout de soutenir, de se rendre disponible s'il le faut, mais de voir aussi et de s'assurer que la direction réalise et fait l'opérationnel. Plutôt que d'essayer d'attirer et d'avoir un administrateur ou une administratrice supplémentaire ou différente, peut-être penser à simplement avoir des compétences externes qui peuvent venir aider rapidement la direction générale, sachant que l'improvisation est souvent malencontreuse en temps de crise. Alors, en termes de composition, néanmoins, il y a des aspects importants à garder, à considérer, à garder en tête et à considérer, sont ceux qui tournent autour de la diversité. Alors, diversité d'un conseil d'administration, ça signifie pas seulement diversité de genre, mais diversité également de profil. En temps de crise, une organisation et le conseil doit faire face et doit répondre à bien davantage doit faire une prise de décision qui est plus complexe, plus rapide. Et la recherche, tout simplement, montre que des groupes qui sont diversifiés arrivent à résoudre plus facilement et avec plus de succès des problèmes complexes. Donc, en ce sens, la richesse et la diversité d'un conseil aide à mieux répondre à des enjeux difficiles, d'une part, et évidemment, également en termes de diversité de genre, il y a une perspective différente et des points de vue qui sont apportés et qui peuvent également tout simplement contribuer à renforcer la réputation de l'entreprise par la suite, puisque les considérations de comportement et d'inclusion sont des éléments, une dimension qui est maintenant importante. Donc, c'est non seulement efficace dans votre prise de décision, mais ça renforce la réputation. Pensant à demain, je vais donner la parole maintenant à Leïla, qui elle, va poursuivre un peu sur les aspects de comment la gouvernance est également impactée en termes de crise sur les aspects un peu plus de demain. Vas-y, Leïla.
Merci David. Donc, d'abord, ce qu'on voulait voir avec vous, enfin ce dont on voulait vous parler, c'était les ajustements que les entreprises ont dû mettre en œuvre en termes d'approche de gouvernance de risque. Donc, quelques exemples assez pratiques au niveau de la troisième ligne de défense, donc l'audit interne. Les plans d'audit, en fait, ont dû être revisités pour incorporer des types de risques qui se sont soit développés ou alors aggravés du fait de la crise. Et on a vu avec Fion quelques exemples de types de risques un peu plus tôt. L'audit interne a également dû revoir les priorités allouées, les niveaux de priorité qui étaient alloués aux différentes actions listées dans leur plan d'audit, pour se concentrer sur les risques à fort impact immédiat. Donc, à savoir des risques avec un potentiel impact sur la survie de l'entreprise. Donc, par exemple, on a entendu parler avant de l'exercice d'actualiser les prévisions financières. Dans le cadre d'un tel exercice, c'est très important de s'assurer que les hypothèses et les scénarios qui sont utilisés sont fiables, réalistes et de bonne qualité. Et donc, l'audit interne a un rôle important à jouer justement pour revoir ces hypothèses et scénarios et les challenger avec le management. En plus du rôle de contrôle qui est joué par l'audit interne, ce qu'on voulait aussi noter, c'est le fait que l'audit interne joue un rôle croissant de conseil en temps de crise auprès du management opérationnel, donc auprès de la première ligne de défense, et aussi pour les fonctions risque et conformité pendant cette période de crise. Donc, ils ont une capacité, l'audit interne a cette capacité en fait à prendre du recul et à bien positionner pour anticiper des risques un peu plus un peu plus à moyen et long terme, notamment en raison de changements dans les préférences des consommateurs, avec des nouveaux enjeux sociaux qui émergent ou en tout cas qui se renforcent en temps de crise. Ensuite, au niveau de la deuxième ligne de défense, les fonctions risque et conformité ont dû, elles, mettre en place un processus dynamique de veille pour bien prendre en compte toutes les actions et les mesures annoncées par les gouvernements afin d'assister le management opérationnel dans la gestion de la crise. Donc, par exemple, en ce moment, avec la levée des mesures de confinement dans certains, en tout cas en Europe, les équipes de conformité doivent s'assurer qu'il y a un processus clair pour évaluer les risques afin de décider si les employés peuvent revenir au bureau en toute sécurité. Pour les entreprises qui sont dans des secteurs réglementés comme l'industrie financière, Fion va évoquer le fait que la réglementation, en tout cas qu'il y a des annonces qui, en gros tous les jours, on a des nouvelles mesures qui sont annoncées. Donc, beaucoup de changements, mais aussi dans le cadre de ces changements, beaucoup d'allègements en fait, réglementaires. Et il est important de s'assurer que malgré ces allègements, les équipes conformité gardent un contact rapproché avec le business pour maintenir la culture de conformité et d'éthique de l'entreprise. Donc, c'est essentiel que les dirigeants aussi communiquent de manière très claire sur le fait que la conformité reste une priorité clé pour l'entreprise avec un niveau de tolérance zéro. Donc, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un renforcement, enfin un rapprochement entre les trois lignes de défense avec plus de fluidité dans les échanges entre ces trois lignes et plus de fréquence d'échanges pour s'assurer que la réponse à la crise soit faite de manière coordonnée. Donc, si on passe à la slide suivante, au-delà des questions de gestion des risques, on voulait également souligner ici l'importance de mettre à profit cette crise majeure sur bien des plans pour saisir de nouvelles opportunités. Donc, que ce soit en répondant à de nouveaux besoins clients ou alors en mettant en place des partenariats avec d'autres entreprises ou encore en revoyant votre périmètre de couverture géographique. Donc, l'équation très difficile à résoudre, en fait, c'est de trouver le bon équilibre entre réduction des coûts pour survivre à la crise aujourd'hui et investissement pour pouvoir croître et prospérer après la crise. Donc, un exemple qu'on pourrait évoquer ici, c'est celui de deux entreprises pendant la crise de 2000, la récession des années 2000. Donc, c'est Office Depot et Staples, des entreprises américaines dans la vente de matériel de bureau. Donc, d'un côté, on avait Office Depot qui avait décidé de réduire ses effectifs de 6% pendant la crise. De l'autre côté, Staples, donc concurrent d'Office Depot, décide également de réduire ses coûts. Néanmoins, en se concentrant sur la fermeture d'usines non
peu performantes, pardon. En même temps, Staples décide aussi d'augmenter ses effectifs pendant la crise de 10% afin de permettre le développement et la promotion de produits et de services haut de gamme. Donc, la conséquence de ces deux approches, c'est après la crise, Staples est ressorti beaucoup plus fort que Office Depot, avec une augmentation de ses ventes et un niveau de profitabilité 30% supérieur à celui d'Office Depot. Donc, pour finir, un dernier point important à retenir sur cette slide, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour se préparer à de futurs chocs. Donc, cette crise est une opportunité pour votre entreprise de renforcer son niveau de résilience. Puis on en a parlé. Nul ne sait si la prochaine crise sera un autre choc aussi soudain et brutal que Covid, ou alors un choc lié à la menace un peu plus latente mais croissante du changement climatique, ou quelque chose de complètement inattendu. Donc, les conseils d'administration sont vraiment bien positionnés pour s'assurer que les dirigeants opérationnels tirent des leçons de la crise actuelle, et de manière très pratique, ça veut dire tenir en fait une liste de choses qui ont été bien gérées et de choses qui ont été un peu moins bien gérées, et se servir de ces leçons pour renforcer les dispositifs de réponse aux prochaines crises. Voilà, donc je m'arrête ici, je vais passer la parole à Stilpen pour conclure la présentation. Stilpen, je crois que tu es en muet. Oui. Merci Léla. Et je vais passer assez brièvement, parce que je suis conscient du temps là, et sur ce grand tableau sur l'après-crise, le jour d'après. Et là, on a cette perspective qu'on pense que sont importantes pour toutes les entreprises de prendre en compte en revisitant leur stratégie pour le futur. Et il faut le dire, et je pense que toutes les entreprises, il faut qu'ils revisitent leur après-crise, leur stratégie après-crise, du budget jusqu'à moyen long terme. Alors, les 7. Première, c'est interconnectivité. Si vous êtes dans une entreprise qui est une entreprise qui fait beaucoup d'exportations, ou qui est une entreprise qui a une chaîne d'approvisionnement internationale, il faut tout repenser, parce qu'on est dans une période où la globalisation, comme on la connaît, peut changer. On peut avoir plus de globalisation peut-être, sous l'égide, en effet, de la globalisation de la santé, des politiques de santé, ou moins de globalisation avec tous les nationalismes qui, comme d'habitude, sont résurgence dans les crises pareilles. Il y a le côté économie, ce que j'appelle ici macro-politique. On a un surendettement dans l'économie, le secteur privé aussi que le secteur public. Le surendettement sur le secteur privé engendre une détérioration de la qualité des actifs. Cette détérioration engendre de son côté une manque de crédit, je vais revenir un moment, une restriction de crédit. Du côté finances publiques, il y a une hausse possible de l'inflation parce qu'il y a ce surendettement. Et il y a aussi un support de l'État sur le marché qui peut avoir, si on est dans un marché, et l'État est là pour nous, c'est très très bien, mais si on n'est pas là, on a des concurrents qui sont là, ça peut avoir l'effet complètement l'inverse. Finalement, il y a une possibilité d'une fiscalité plus onéreuse parce que basé sur ce surendettement du secteur public. La troisième perspective, c'est la perception du risque. Et là, c'est clair que toutes les sciences behavioral, je ne sais pas comment le dire ça en français, ils nous disent qu'on est toujours en train de vivre, de prendre des décisions basées sur la dernière crise, sur la dernière catastrophe.
ce qui engendre cette aversion, une aversion au risque, une appétence au risque qui est en train de se contracter. Et ça engendre, il y a des problèmes pour le financement, bien sûr, et le financement des entreprises va être beaucoup plus basé aux bénéfices non répartis qu'au financement extérieur. Et il y a bien sûr une réduction sur la disponibilité de crédit, comme j'ai déjà dit. La quatrième perspective, c'est la de préférence des consommateurs. Et là aussi, il y a plein de choses qui changent. Il y a les considérations de santé qui modifient dans quelques secteurs radicalement la demande. Mais il y a aussi, on sent un changement général, je dirais, de consommateurs, de ce que moi je appelais hyperconsumérisme du passé. Pendant la plupart de ma vie, c'était le cas, sur une nouvelle frugalité qui peut en effet avoir des effets sur la demande globale. Le virus a vraiment catalyse l'accélération de la technologie. Tout ce qu'on avait comme technologie se développe beaucoup plus vite maintenant dans le secteur santé, mais aussi dans le secteur communication, dans plein d'autres secteurs. Et là, il y a aussi des opportunités pour quelques entreprises, mais pour des entreprises qui ne sont pas en mesure d'en profiter, ils présentent de grandes menaces. Un domaine qui est intéressant ici, c'est la gouvernance telle qu'elle, parce que cette nouvelle culture basée sur la technologie de se rencontrer comme nous maintenant en distance peut avoir un impact sur la gouvernance qui est positive, en effet. On peut avoir accès à l'expertise à distance qui est beaucoup plus organisée, beaucoup plus systématisée. La sixième perspective, c'est bien sûr la nouvelle forme de travailler. Le travail à distance est maintenant, ici on est, moi je suis au Royaume-Uni en ce moment, ici c'est le standard en ce moment, dans tout ce qui est people business. Il y aura un grand impact sur le secteur là et sur la demande, l'immobilier commercial, les services connexes, l'éducation, tout ça va changer. Peut-être pas d'une façon tellement radicale que quelques personnes suggèrent, mais ça va changer. Il y a aussi une accélération de notre trend qui est l'automatisation et la robotisation qui était bien développée avant, mais maintenant, par des raisons de santé, ça pourrait être beaucoup plus utilisé. Et là, on a bien sûr de grands risques sur l'emploi. Finalement, tout ça vient ensemble dans le rôle de l'État. L'État, la plupart de ma vie professionnelle, l'État est en train de devenir plus petit, de se rétrécir. Maintenant, c'est l'État qui devient plus grand. Et ça, c'est un vrai changement de culture, même de culture commerciale. Il y a des menaces et des opportunités encore. Il y a quelques entreprises qui vont être très bien placées de vendre un plus grand État. Il y a des entreprises qui de l'autre côté, qui sont vraiment menacées sur ça. Pour finir, mes amis, c'est une vue de l'après-crise maintenant. Il y a trois phases, il y a trois chevauches. On est maintenant sur le premier cycle qui est le préserver les liquidités. Pong a parlé de la risque de liquidité. Tout le monde maintenant est en train de manager sur la base de liquidité. Après ça devient rester solvable, avoir un business.
Et puis, sur la base de cette perspective, il faut reprendre des affaires et naviguer vers un but. Tous les 3 cercles, cette navigation reste sur la bonne santé, bien sûr. Et si on n'a pas de bonne santé dans l'entreprise, nos employés, nos managers, on n'a pas de business, en effet. Alors, c'est le risque primaire, je dirais. Et avec ça, je vous remercie beaucoup et je passe la parole à mes collègues de Proparco. Merci Stilpon. Écoutez, le temps de la présentation est passé. On va aborder maintenant le temps des questions. Donc merci à tous pour vos différentes questions posées sur le chat et sur la partie questions. On peut commencer avec une question de Rostand sur la nature des instruments de mesure du risque en temps de crise. Quelle typologie d'instruments de risque, de mesure du risque on peut proposer, et en particulier dans un contexte africain. Donc peut-être question pour Pyong, si Pyong, tu peux aborder les réponses. Oui. Merci. Oui, je vais essayer. Alors, pour la première partie, je pense pouvoir répondre. Le contexte africain, par contre, je suis moins familière, peut-être que mes collègues vont m'assister sur cette partie-là. Alors, les instruments de mesure du risque en temps de crise, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas nécessairement changé par rapport aux outils qu'on utilise en temps normal. Ce qui change, évidemment, c'est la fréquence à laquelle il faut rafraîchir en fait sa capture de son exposition et en fait réévaluer la probabilité que les risques se cristallisent et quel est leur impact financier ou non financier. Et c'est peut-être avec cette crise du Covid la partie la plus difficile à évaluer, la partie non financière qui finalement peut mettre en danger la pérennité de l'organisation. Donc, dans les indicateurs de risque, là, je ne vois pas nécessairement de changement, mais c'est vraiment la fréquence à laquelle on va les employer, les utiliser et les remonter en reporting au senior management pour leur donner une vision de ce qui se passe sur le terrain. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'approche bottom-up. Mais dans un contexte de crise, et c'est pour ça qu'on fait ce séminaire, c'est aussi les directions que prennent les boards et le senior management qui doivent être prises en considération. Et là, on est plus dans une top-down approach où la stratégie qui est définie au niveau du board doit être interprétée en termes de risque et en termes d'indicateurs et comment on monitore, en fait, comment on fait le suivi des risques. Donc, les deux approches doivent se rencontrer et tout est basé sur la mesure fréquente, le reporting, l'analyse et prendre du recul par rapport à sa stratégie et l'exposition. Pour le contexte en particulier africain, là, je pense que je vais avoir besoin d'aide si un de mes collègues connaît bien les problématiques particulières au continent africain pour répondre. Je ne sais pas. Non. Donc là, je mets un joker. Je suis désolée. Non, pour complémenter Pyong, on intervient sur un certain nombre de continents, Afrique comprise, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Asie, Europe, Amérique latine. En termes de gestion des risques, il n'y a pas fondamentalement de différence majeure. Ce qui est plus difficile pour plutôt des PME ou des entreprises de taille moyenne, c'est de trouver finalement les personnes qui ont eu cette expérience ou qui ont les compétences en la matière.
Donc, en ce sens-là, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais en même temps, je pense que ça permet à la fois de montrer que la gestion des risques, de manière générale, est une question de culture. C'est l'affaire de toutes et de tous. Hein. Léla montrait les différentes lignes de maîtrise. Souvent les problèmes en termes de gestion des risques dans une entreprise, c'est finalement ce qu'on dit sur le papier en termes éventuellement de ce qui peut être cartographié, et puis on a une cartographie. La crise, en fait, elle vous contraint à faire un diagnostic et à le mettre en œuvre, très rapidement. Donc, c'est peut-être aussi, en parlant d'opportunité, une opportunité pour créer cette culture du risque, parce que vos entreprises gèrent depuis ces mois là la crise au quotidien, gèrent des risques, et en ce sens-là, l'information relative à la gestion de risque est bien plus, et la sensibilisation est bien plus importante qu'elle ne pouvait l'être par le passé. Voilà. Ok, merci à tous deux. Après la question des instruments, la question de la méthodologie, on a une question relative donc à la nature des méthodes agiles qu'on puisse mettre en place dans une entreprise en période de crise afin de maintenir sa liquidité et sa solvabilité. Du coup, Pyong peut-être, ou Laïla, je ne sais pas, à nouveau. Oui, je peux prendre la partie liquidité. Donc, la gestion de trésorerie, c'est pareil, une tâche que les entreprises font de manière quotidienne en temps normal. Mais dans ce contexte, en fait, il faut non seulement gérer le quotidien, mais essayer de revoir ses prévisions, les updater, les rafraîchir le plus souvent possible, et surtout réviser ses hypothèses de départ. Lorsqu'on a une habitude de voir nos paiements arriver sous une certaine fenêtre de temps avec une certaine typologie de clientèle, par exemple, il faut maintenant en fait prendre du recul par rapport à cette situation et se dire, est-ce que ça va demeurer intact, ou alors il faut devenir plus prudent et plus réaliste et rafraîchir toutes ces choses. Donc ça, c'est un exemple d'hypothèse qu'il faut réviser. De même, les obligations qu'on a, est-ce qu'il est possible de gagner un petit peu de flexibilité et de changer certains termes pour pouvoir gagner un peu de temps et de headroom dans sa liquidité. La gestion aussi des coûts en général, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il est possible de convertir des coûts fixes en coûts variables, ou du coup, on gagne aussi en flexibilité de gestion, notamment, par exemple, vendre certains actifs et les relouer derrière? Ça, c'est une façon de lever de manière urgente de la liquidité. Ça a un coût. Et c'est là où il faut mesurer en fait son exposition, et est-ce qu'on est prêt à prendre ce coût, parce qu'on est dans une situation où on doit gérer des échéances vraiment court terme, et on ne veut pas tomber dans une situation où on commencerait à manquer des échéances. La deuxième partie de la question, c'était sur la solvabilité. Je pense que j'ai un peu couvert ça déjà dans ma présentation tout à l'heure, et là encore dans les exemples que je viens de donner. Ok, merci Pyong. Du coup, on va passer à une autre question un peu plus spécifique sur l'abstention du quitus à la direction aux administrateurs en période de crise, de situation critique pour l'entreprise. Est-ce qu'il est opportun pour l'entreprise de s'abstenir de donner le quitus à la direction aux administrateurs en attendant que la situation s'améliore? Question posée par Vincent. La question est de s'abstenir de donner le quitus. Oui. Alors de maintenir la responsabilité, en effet. Moi, je dirais le contraire, en effet. Ce qui est en ce moment le point de vue
du côté politique, ici au Royaume-Uni, mais aussi en Australie et d'autres parties où il y a une très grande responsabilité, même criminelle, pour les entreprises qui font du commerce en étant non solvables. C'est le contraire, c'est-à-dire que dans ces périodes-là, on ne veut pas que les administrateurs ont une épée de Damoclès en dessus de leur tête en faisant le management de l'entreprise. Il faut plutôt leur donner l'espace, si vous voulez, de prendre des décisions sans avoir une responsabilité personnelle de leurs propres actifs dans le contexte d'une telle crise. Je pense que s'il faut le contraire, c'est-à-dire si on prend le quitus, on ne le donne pas le quitus, on a plus de problèmes du côté des incitations dédiées aux jeunes entreprises. D'accord, noté. Merci Stilpon. Une question autour de la résilience des entreprises en période de crise. Est-ce que, donc une suggestion, ce serait d'embarquer davantage les enjeux de développement durable dans la gouvernance des entreprises pour améliorer, accroître la résilience de ces entreprises, justement? De manière question un peu générale, on va dire, un peu ouverte. Ouais, je peux reprendre ça aussi parce que la vérité, c'est qu'il y avait un point sur le slide, sur cette perspective, sur le développement durable et que je n'ai pas parlé dessus. Maintenant, tout le focus, si vous voulez, c'est sur le social en ce moment-là. C'est de préserver l'emploi, de préserver les capacités des entreprises, de préserver l'emploi des gens, ce qui est le plus important. Et il y a quelques tensions, si vous voulez, entre ça et les buts de développement durable un peu plus long terme que le but climatique, le but de l'environnement dans le ESG. Et là, moi, je ne sais pas de quel côté ça va, comment ça va se développer. Parce que si la crise est longue du point de vue économique et impact sur les entreprises financières, tout ce qui est coût sera revu. De l'autre côté, dans le redémarrage, il y a une grande opportunité de redémarrer avec une économie beaucoup plus adaptée aux besoins climatiques, aux besoins de l'environnement. Que maintenant la plupart des grands pays, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart des grands pays acceptent comme un but prioritaire. Alors, tout est à voir sur ça. Ok, merci Stilpon. Encore une question sur la résilience et l'évaluation de la résilience d'une entreprise ou d'une organisation face à une crise en termes d'outils. Est-ce que, à votre connaissance, il existe des outils dédiés spécifiques qui permettent d'évaluer la résilience d'une entreprise ou d'une organisation en période de crise? Votre micro est coupé, Stilpon. Je n'étais pas en train de parler. Ah, pardon. Désolé. Si vous voulez, si quelqu'un d'autre de me coller. Oui, Stilpon ou David. Résilience. Écoutez, un grand exemple de résilience, si vous voulez, c'est dans le secteur bancaire. Si on avait cette crise à 2009, si la pandémie était à 2009, elle serait déjà une grande catastrophe du secteur financier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de capital dans le système. Maintenant, il y a du capital dans le système. C'est pour ça qu'il y a du capital dans le système et il y a aussi une vigilance énorme dans le système
sur le provisionnement. Une vigilance qui n'était pas avant, là, maintenant, avec l'IFRS 9. Alors, pour moi, c'est un très bon exemple de résilience. Les banques, aujourd'hui, sont toujours en bon état, même si leurs clients ne le sont pas. Maintenant, c'est une question de durée, bien sûr, mais on est bien placé sur ça. Alors, s'il y a une seule indicateur de résilience, moi je dirais, c'est le capital et equity dans l'entreprise. Merci. Alors, peut-être pour terminer, une toute dernière question sur le rôle des fédérations sectorielles d'entreprise. Est-ce que ces fédérations ont un plus grand rôle à jouer en période de crise? Question posée par Abdelak. Je veux bien commencer à prendre cette question et puis ensuite voir si d'autres complémentent ou pas. Moi, je pense qu'en ces temps de crise, il est important de tirer des leçons et des expériences d'un certain nombre d'entreprises et de secteurs. Et ce qui est souvent difficile lorsqu'on est dirigeant, c'est qu'on se sent isolé. Ça, c'est souvent l'une des réflexions que depuis une vingtaine d'années qu'on travaille dans ce domaine, que moi je travaille dans ce domaine, les dirigeants d'entreprise se sentent souvent seuls. Et c'est pour ça qu'ils aiment être connectés vers leur conseil d'administration, mais aussi vers d'autres pairs. Et là, les associations professionnelles, par la promotion de bons exemples, de bonnes pratiques, par la mise en connexion de personnes qui ne se connaîtraient pas forcément ou qui n'auraient pas des besoins qui sont exprimés, aussi bien en termes de collecte de besoins que d'expression d'aide que les entreprises peuvent fournir. On a vu que certaines entreprises ont été assez actives dans leur communauté. Donc, ce sont des canaux d'information et de transmission qui me semblent très importants. Et j'ajouterais par ailleurs qu'en termes de relations et de réussir à connecter, il me semble que pour aller au-delà de ces associations professionnelles, que les agences de développement telles que Bio, Proparco ou autres ont un rôle justement de réseau et de mise à disposition d'expériences partagées qui sont pour moi très très importants. Voilà, je m'arrêterai là pour cette réponse. Ok, merci David. Eh ben, écoute, bonne transition pour passer la main à Jean-Claude, qui va donc nous présenter la conclusion au nom de Proparco. Bien, merci beaucoup. Au nom de Proparco, au nom de tous aussi, j'espère. Donc merci à tous les intervenants de vos éclairages tout à fait excellents sur cette gouvernance de crise. J'espère que cette présentation a été utile à tous. Le monde est en train de vivre évidemment la première crise la première crise sanitaire qui soit à la fois 100% mondiale et 100% connue à travers le monde, 100% médiatisée, et pour le traitement de laquelle tous les intervenants, qu'ils soient publics ou privés, tous les décideurs ont été mobilisés et sont toujours mobilisés. Dans ce cas, en nous limitant au secteur privé, à montrer comment est-ce que les organes de gouvernance avaient le devoir de s'adapter pour répondre à la crise et pour préparer l'avenir. Et c'est bien ça le nœud du problème. Je vais donc, paradoxalement, pour citer Karl Marx à des entrepreneurs, Karl Marx qui disait « l'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». Et effectivement, il est probable qu'elle bégaye encore et que nous ne soyons pas à la dernière crise de ce type ou d'un autre type. Et il faut donc en tirer les leçons. Et il faut donc savoir comment comprendre ce qu'est une crise comme celle qui nous arrive. Alors, on a essayé de vous le montrer, non pas en donnant une leçon, mais en utilisant les exemples des entreprises qui, elles, y sont arrivées. C'était ça un petit peu le but de ce webinaire. Et je retiendrai pour ma part deux choses. La première chose, ce sont quelques mots-clés. L'anticipation, l'adaptation, le focus
et la prospective. En effet, gouverner, c'est faire la part des circonstances, donc savoir s'adapter, c'est savoir agir vite, c'est savoir déterminer quels sont, parmi les risques qui demeurent, hein, on nous l'a dit, qui demeurent mais qui peuvent changer de priorité, ceux qui deviennent les plus importants et pour lesquels il faut agir. Et puis, il faut surtout prévoir. Gouverner, c'est prévoir, c'est autre chose qu'un slogan, c'est une réalité. Il ne faut pas se laisser surprendre et il faut effectivement, comme le disait en introduction Stilpon, voir à la fois le maintenant et le futur. Et je pense que c'est tout à fait ça. Il faut s'adapter au maintenant et il faut préparer le futur. La seconde chose importante non pas que je retiens, mais que je vous dis, que je vous répète, c'est que nous-mêmes, institutions financières de développement, nous pouvons vous apporter un appui dans le développement de votre gouvernance. Nous avons su, dans ce temps de crise, nous adapter et répondre aux besoins financiers de nos clients lorsque ceux-ci ont fait appel à nous. Pour ce qui concerne la gouvernance, c'est la même chose. Nous sommes à votre disposition pour évaluer, analyser vos pratiques, proposer des solutions et vous aider à les mettre en place, soit avec nos propres équipes, soit par l'intermédiaire de nos partenaires, tels ceux qui vous ont parlé aujourd'hui. Donc nous sommes à votre disposition, nous ne sommes pas que des apporteurs de capacités financières, nous sommes également des partenaires impliqués dans le soutien à la pérennité des entreprises. Voilà, merci vivement de votre attention et à très bientôt. À vous. Au revoir.